Bonjour à tous. Les équipes de l'ANCT et de l'Observatoire des territoires sont heureux de vous accueillir en ce début d'après-midi. On va passer 1 heure et demie ensemble pour vous présenter le cahier numéro 3 de l'Observatoire des territoires sur les transitions et les enjeux en matière environnementale, donc transition dans les territoires. Quelques mots sur le déroulé. Nous allons tout d'abord avoir une présentation par monsieur Philizot, qui est président de l'Observatoire des territoires, qui va surligner les principaux enjeux, des transitions environnementales. Ensuite, nous aurons 3 séquences et donc, avec à chaque fois 2 présentations, heu où on fera le zoom sur 6 articles. Donc, interviendront, Cynthia Rinaldesi, Maximilien Dubois et moi-même au niveau de l'ANCT et ensuite, Jean-Noël Desperrot du ministère de l'Agriculture. Peut-être quelques règles du jeu, si on veut bien passer la diapo sur les règles du jeu. Donc, nous avons un webinaire, donc bien évidemment, le diaporama qui va passer vous sera mis en ligne sur le portail de l'Observatoire des territoires. Donc, pour les prises de notes, n'hésitez pas, vous aurez ce document à disposition. Ensuite, comme on ne peut pas être sur un webinaire interactif, vous pourrez poser vos questions via le chat, ainsi qu'ultérieurement sur la boîte contact du portail des territoires. En séance, nous avons des contributeurs d'articles qui pourront répondre directement à vos questions, notamment Sylvain Rullier de l'ADEME et Magali Di Salvo du CEREMA. Et nous veillerons ensuite à répondre à l'ensemble des questions par mail, hein, bien évidemment. Et au cours de cette séquence, on va quand même essayer de sélectionner quelques questions majeures. Et puis, dernière précision en termes d'organisation, ce webinaire est enregistré. Donc, sans perdre de temps, je passe la parole au préfet Philizot, qui est notre président de l'Observatoire des territoires et qui va donc nous parler des principaux enjeux dans les territoires. À vous, monsieur le président. Merci beaucoup pour cette introduction qui pose le cadre de notre rencontre aujourd'hui, en vous remerciant toutes et tous plutôt, d'avoir répondu à notre invitation, quelles que soient les limites d'un dialogue de ce type. C'est pour nous l'occasion de vous permettre de mieux connaître la dernière des publications de l'Observatoire des territoires, qui s'inscrit dans la continuité d'un choix éditorial, dirais-je, pris en 2021. L'Observatoire des territoires a parmi ses missions celle de diffuser de l'information en continu, mais également de produire de façon régulière des rapports sur l'état du territoire, pour reprendre un vocabulaire ancien. Et fin 2021, plutôt que de présenter une somme unique une fois tous les 3 ans, il nous a paru préférable d'engager la publication d'un certain nombre de cahiers de format comparable, de l'ordre de 100-120 pages à peu près, très accessibles, très illustrés, soit de cartographie, soit de graphique, autour d'un certain nombre d'enjeux transversaux qui ont des conséquences territoriales extrêmement différenciées dans notre pays, qu'on apprécie ces différences à l'échelle communale, qu'on les apprécie à l'échelle régionale ou à toutes les échelles intermédiaires. L'année 2022 avait vu la diffusion des 2 premiers cahiers, l'un consacré à la démographie. On commence toujours par les enjeux de population au début de l'année 2022. Le deuxième en toute fin d'année 2022 consacré aux enjeux économiques, l'évolution de la structure du tissu économique de notre pays sur une cinquantaine d'années. Et nous avions choisi de poursuivre cette démarche éditoriale par un 3e cahier, donc, qui a été mis en ligne dans le creux de l'été, au mois d'août, à une époque où j'imagine que la plupart d'entre vous, d'entre nous, avaient d'autres priorités que de regarder le site de l'Observatoire du territoire, même si vous pouvez le regarder à chaque jour, à chaque minute de l'année, bien évidemment, comme tous les outils Internet. Et donc, un cahier consacré aux enjeux environnementaux qui vient de sortir sous format papier, comme pour Happy les contraintes budgétaires dont les uns et les autres entendent parler également, conduisent à limiter la diffusion papier. Je m'en excuse. Ce cahier est donc consacré aux enjeux environnementaux et comme les cahiers précédents et dans l'esprit fondamental de l'Observatoire des territoires, la résultante de notre travail partenarial. Je le rappelle, l'Observatoire des territoires est une entité portée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a pris la suite du CGET, qui avait pris la suite de la DATAR,
qui s'appuie, et j'en profite pour remercier l'équipe, sur l'équipe de chargés d'études, de cartographes et plus généralement l'ensemble de l'équipe de la NCT en fonction des thématiques traitées, mais qui n'existe que par l'alimentation qui lui est assurée par toute une série de partenaires internes à l'administration, les séries statistiques des différentes administrations, qui jouent un rôle clé. L'Observatoire des territoires par lui-même n'est pas producteur de données statistiques, il les analyse, il les met en ligne, il les interprète, il les rend de cette façon plus accessibles, mais il dépend de cette coopération avec les différents services statistiques de l'État, au premier rang desquels l'INSEE, mais les autres aussi. Et au-delà de ces séries statistiques, il y a un ensemble d'intervenants qui se situent dans la sphère de l'État, des directions ministérielles, des opérateurs de l'État et des partenaires extérieurs, parapublics, à l'administration, aux collectivités locales, à un réseau scientifique, et puis des partenaires privés que nous mobilisons dans le cadre de programmes d'études. Ce cahier transition environnementale est la parfaite illustration de cette communauté de travail qui s'est constituée autour de l'Observatoire du territoire, et qui le fait vivre et qui, me semble-t-il, lui permet de produire des éléments à spectre large, extrêmement diversifiés, qui permettent de passer de l'échelle nationale à l'échelle locale, de traiter aussi bien de grandes évolutions qui s'analyse sur des périodes décennales, que de regarder quelles sont les méthodologies d'analyse qui nous autorisent à affiner nos évaluations des différents phénomènes touchant notre pays. Vous avez à l'écran la liste des partenaires, vous les retrouverez en lisant le cahier. Ce partenariat se reconstitue pour d'autres cahiers. Le prochain sera dédié aux enjeux du numérique, autre sujet majeur hein, des sociétés modernes. Et encore une fois, il est au cœur de l'activité de l'Observatoire des territoires. Au-delà de cette logique d'information construite à plusieurs, et donc d'autant plus riche qu'elle est construite à plusieurs, notre objectif n'était pas de publier une somme sur l'ensemble des enjeux environnementaux dans la France d'aujourd'hui, en les travaillant de façon extrêmement détaillée. Et chacun a conscience que compte tenu du caractère très globalisant de ce qu'est l'environnement, de ce qu'est la transition écologique, et l'on pourrait, et l'on y passe pour certains, des années sur des sujets extrêmement pointus, mais pour autant intéressants, importants pour l'évolution de nos modes de vie d'ailleurs, collectivement, individuellement, mais bien d'illustrer un certain nombre de grands enjeux dans leurs conséquences territoriales, dans la façon dont elles affectent tel ou tel territoire, partie du territoire national de façon différenciée, ces évolutions différenciées étant variables hein, d'une thématique à l'autre. La question des transports ne se traduit pas de la même façon, de la décarbonation des transports ne se traduit pas en zone rurale de la même façon qu'elle se traduit en zone urbaine. La question de la biodiversité ne s'apprécie pas non plus de la même façon. Les enjeux climatiques n'affecteront pas nos territoires ou n'affectent pas, parce que c'est un phénomène présent, de la même façon. Donc il s'agissait pour nous d'apporter d'abord une illustration de la diversité de ces impacts de la transition environnementale dans des domaines très larges qui vont de la gestion de l'énergie aux enjeux d'aménagement du territoire, consommation de foncier aujourd'hui. Je cherchais la caméra et je ne la trouvais pas. Gestion de l'énergie, aménagement du territoire, impacts économiques sur le territoire à travers les emplois, par exemple. Mobilité, ce qui est un sujet important, chacun a en tête que, en termes d'émissions de carbone, les transports sont un des facteurs principaux d'émissions de carbone en France, et un des facteurs dans lesquels les progrès ont été assez faibles, comme dans le logement, au cours des 20 dernières années. Donc il fallait montrer, à travers différentes analyses, cette diversité des impacts de la transition environnementale, thématique et territoriale, en croisant thématique et territoire. Deuxième élément, illustrer également ou caractériser les inégalités territoriales face aux ressources et aux risques naturels. Les ressources naturelles ne sont pas réparties de façon égale sur le territoire national, comme dans tout territoire. Il y a des terres pauvres, des terres riches. Les terres de la Beauce ne sont pas celles du Beauce-Méjean, pour prendre une illustration extrêmement facile.
Les risques naturels ne sont pas les mêmes. Dans le cœur du pays, dans des zones plates, vous n'aurez pas de risque d'avalanche. Vous pourrez avoir des risques de subduction de terrain, d'effondrement sur des plateaux picards, si vous avez des marnes, par exemple. Donc la gamme des risques naturels est très variable d'un territoire à l'autre. Dans un contexte d'aggravation générale des risques, de mise en péril par ailleurs des ressources naturelles du fait à la fois de l'élévation des températures et de l'érosion, si tant est que le mot érosion ne soit pas trop faible de la biodiversité. Et il est important de donner une géographie plus précise qui permet ensuite non pas de fuir tel ou tel territoire pour se réfugier dans un autre, mais d'adapter l'action publique telle qu'on peut la concevoir, de façon à prendre en considération ces enjeux d'évolution des ressources et ces enjeux d'évolution des risques. Un troisième élément, accompagner les territoires pour leur permettre de mieux répondre aux défis auxquels ils sont confrontés grâce à cette connaissance qu'ils ont acquise et grâce à la connaissance également des outils, les outils de mesure en premier lieu, les outils d'intervention en second lieu. Nous sommes en effet dans un contexte environnemental qui impose une action publique extrêmement forte et extrêmement structurée. Un rapport de France Stratégie mis en ligne récemment soulignait la part d'investissement public qu'il fallait consentir pour relever les défis environnementaux, part encore plus importante d'ailleurs que ce que présentaient les analyses économiques précédentes. On voit bien que face à ces défis environnementaux, il y a un besoin de politique publique, il y a un besoin d'ailleurs à certains égards de dépenses publiques, ce qui est un défi en soi aujourd'hui, je veux le souligner à nouveau, et qui dépasse ce qu'on avait soupçonné il y a encore quelques années. On s'aperçoit mieux aujourd'hui de ce que sont ces enjeux de politique publique et la façon dont ils nous imposent de revoir nos modes de réflexion, nos analyses, nos organisations dans certains cas, et de réorienter pour qu'elles soient plus efficaces dans le long terme à la dépense publique. Très modestement, encore une fois, parce que ce cahier ne traite pas tous les sujets, il permet d'éclairer ces différents aspects et il permettra au territoire, complété notamment par l'usage de la bibliographie qui est incluse, de compléter leurs connaissances et à partir de ce socle de connaissances, d'orienter leurs interventions de la meilleure des façons. Quelques illustrations de ces enjeux qui permettent de mieux mesurer quels sont les défis auxquels nous devons nous confronter aujourd'hui et des enjeux une transition qui affecte directement la nature, les ressources naturelles et les besoins d'énergie. Vous avez à l'écran une carte sur les prélèvements en eau selon les usages. Je souligne bien qu'il s'agit des prélèvements et non pas de la consommation. La consommation renvoie à l'eau qui n'est pas restituée de façon directe et immédiate au milieu naturel. Un prélèvement qui montre la différence d'amplitude de ces prélèvements, avec une géographie de l'énergie qui renvoie très largement à la géographie des centrales nucléaires, très grosses préleveuses d'eau, mais qu'elles rejettent après l'avoir réchauffée au milieu naturel. Et une carte de l'eau agricole qui n'est pas du tout la même, une carte de l'eau domestique qui est très liée à la population, mais pas uniquement à la population. Cette année, il pleut beaucoup sur la France, encore aujourd'hui sur une bonne partie du territoire national, mais les années 2022-2023 nous avaient rappelé ce que peut être la pression sur la ressource en eau dans des contextes d'irrégularité des régimes hydrographiques qui est appelé à s'accentuer. Deuxième illustration, l'évolution des cépages à travers le Massif central. Là aussi, un phénomène qui est bien mesuré aujourd'hui, qui commence à être connu du grand public. L'évolution de la température fait qu'un certain nombre de cépages ne sont plus adaptés à leur milieu, que les vins produits d'ailleurs sont une teneur en alcool de plus en plus forte, qu'il faut travailler sur la diversification des cépages, travailler éventuellement sur la culture de la vigne elle-même, sur les dates de vendange. Si on regardait un certain nombre de productions viticoles conformes à ce à quoi nos palais sont habitués, sachant par ailleurs que l'élévation de la température diffuse certaines maladies qui touchaient la vigne autrefois dans le sud de la France et qui la touchent maintenant dans le nord de la France.
Autres illustrations de ces enjeux, les mobilités et emploi. Je l'ai évoqué, le transport est un des grands secteurs émetteurs de CO2, de gaz carbonique dans notre pays, ce qui renvoie à la fois à des politiques publiques autour de l'électrification des transports, l'électricité en France étant pour l'essentiel décarboné grâce au nucléaire principalement, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas la situation dans d'autres pays d'Europe occidentale, des enjeux de politique publique donc autour de l'électrification, des enjeux de comportements individuels autour de l'électrification de nos véhicules, mais pas seulement de l'électrification de nos véhicules particuliers, mais du choix du mode que l'on peut utiliser, du report sur les modes doux qu'on qualifie de doux, le vélo, la marche à pied pour être simple, et du report modal sur le ferroviaire ou sur les transports en commun en général. Donc, un impératif qui là aussi prend des applications différentes d'un territoire à l'autre et selon les types de déplacements, pour les déplacements domicile-travail, n'ont pas du tout la même structure modale dans les grandes agglomérations urbaines qu'ils ne l'ont dans les zones très rurales. Dans les zones très rurales, la voiture pèse d'un poids archi-dominant. Dans une agglomération comme Paris, c'est vrai également dans le cœur de l'agglomération lyonnaise, les transports en commun prennent une place importante et la marche à pied dans Paris intramuros prend une place importante. Deuxième illustration, les questions liées à l'emploi, avec l'évolution des métiers pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Le sujet principal n'étant pas nécessairement en volume, les métiers très directement identifiés, même si nous les avons analysés, et estampillés transition écologique parce qu'ils participent directement à la consommation, à la réalisation, à l'accompagnement de cette transition, mais ceux qui sont influés et qui sont infléchis par la transition écologique. Nous l'avons illustré sur cette diapositive par les métiers du bâtiment. Le bâtiment est un secteur très émetteur de CO2 aujourd'hui, du fait des modes de chauffage notamment, mais pas que. La production de ciment, par exemple, est un facteur. Et réussir la transition, c'est rénover le bâtiment, isoler les maisons. Et donc, ce ne sont pas les mêmes emplois demain, sans doute, dans le bâtiment qu'hier. Quand on fait de la rénovation, ce ne sont pas les mêmes profils que sur la construction neuve. Donc, nous avons eu un ensemble d'approches qui nous permet d'apprécier la diversité de ces enjeux thématiques et la diversité de leurs applications territoriales et qui doit alimenter ensuite, hein, c'est un de nos objectifs, le passage à l'acte dans la déclinaison des politiques publiques, en veillant d'une part à l'articulation de ces politiques entre elles, à l'articulation des différents niveaux de collectivité publique pour ceux qui relèvent de la sphère publique, et à la bonne adaptation. On parle beaucoup d'adaptation au changement climatique, à la bonne adaptation des politiques, des pratiques, des dispositifs à la diversité des territoires, puisqu'il faut savoir apporter des réponses qui soient clairement adaptées à chacun d'entre eux. Très bien. Merci, Monsieur le préfet Philizot, pour cette, je dirais, cette mise en perspective de l'ensemble des enjeux hein, qui sont effectivement nombreux, pluriels. Avant de passer à des zooms sur certains articles, bah, on prend juste une question. Hein, pour l'instant, on nous pose la question sur où revisionner la vidéo. Bah, écoutez, ce sera relayé à la fois sur le portail de l'Observatoire des territoires et sur le site de l'ANCT. Hein, donc, dans quelques jours. Merci pour cette question. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Maintenant, première séquence donc sur des zooms, hein, sur des articles. Et cette première séquence, elle est consacrée aux activités humaines et aux ressources naturelles. Donc, je vais passer la parole à Cynthia Rinaldesi, qui donc va nous parler des déchets ménagers et assimilés. Et sera suivi ensuite par l'intervention de Maximilien Dubois sur les puits de carbone naturels. Cynthia, à toi. Oui. Et donc, je vais vous présenter un exemple d'article de la première partie du cahier
pour cette première partie, nous avons adopté un format un peu différent parce que nous avons adopté un format planche et nous avons essayé de dresser un état de lieu sur la gestion de certaines ressources humaines et naturelles. Et l'exemple d'aujourd'hui, c'est l'exemple de la gestion des déchets ménagers et assimilés, les DMA. Et nous sommes partis sur un constat. Le plan national de prévention des déchets vise à réduire de 15% la production des déchets à l'horizon 2030 par rapport à 2010. Or, en analysant les tendances nationales, nous constatons que cet objectif semble difficile à atteindre parce que la production des déchets a augmenté de 9% entre 2009 et 2021. Toutefois, il est important de souligner que, en ce qui concerne la valorisation des déchets, cette valorisation a progressé de 49%. Et donc, l'objectif de cette planche était d'analyser comment cette tendance se traduit à l'échelle du territoire. Et pour cela, nous avons utilisé les données de l'ADEME qui met à disposition des données sur la gestion des déchets tous les 2 ans à travers une enquête à la maille départementale et qui est mise à disposition sur le site Sinoé. Et donc, les dernières données disponibles sont les données 2021. Et notre analyse s'est concentrée sur 2 variables, la variable de la production des déchets ménagers assimilés et le taux de valorisation de ces DMA. Et donc, quelques définitions. Quand je parle de production des déchets, j'ai fait référence aux déchets ménagers assimilés collectés par le service public de prévention et de gestion des déchets. Et donc, ce sont les déchets produits par les ménages. C'est ceux qu'on jette dans la poubelle, c'est ceux qu'on amène à la déchetterie. Et cette catégorie comprend aussi des déchets produits par certaines activités économiques comme des petits commerces, des établissements de santé, etc. Et puis, quand on parle de valorisation des déchets, on parle de valorisation matière et valorisation organique. Et donc, la valorisation matière consiste à récupérer des matériaux en vue de leur réutilisation ou leur recyclage. La valorisation organique fait référence à la récupération des déchets organiques et donc à des déchets alimentaires, par exemple, des déchets verts ou des déchets de jardin. Et la destination, c'est souvent le compostage. Et donc, en examinant la répartition du taux de valorisation et de la production des déchets sur l'ensemble du territoire, nous voyons que les tendances varient d'un département à l'autre. Et nous voyons à gauche, vous voyez la carte du taux de valorisation des DMA en 2021 et à droite, la carte sur la production de DMA par habitant. Et ça, c'est la code couleur. Et puis, les cercles, ça représente la production de DMA totale. Et donc, nous voyons, par exemple, que dans le sud-est du pays, il y a une forte production de déchets par habitant et total, mais le taux de valorisation est plus faible que la moyenne. Sur la côte atlantique, par contre, le taux de valorisation de ces déchets est élevé, est plus élevé que la moyenne. Tandis que, par exemple, sur le nord du pays, le taux de valorisation reste autour de la moyenne quand la production de DMA est plus élevée que la moyenne nationale. Et donc, nous avons trouvé intéressant de croiser ces 2 indicateurs pour créer, ces 2 variables, pour créer une typologie. Pour les questions méthodologiques de comment nous avons construit cette méthodologie, vous pouvez regarder l'article dans le cahier, tout est spécifié.
Mais nous avons utilisé 3 indicateurs. L'indicateur donc sur la production totale des déchets, l'indicateur sur la production par habitant et le taux de valorisation de ces déchets. Et nous avons vu qu'il y a des territoires qui effectivement se dégagent. Par exemple, on peut faire l'exemple de certaines métropoles, c'est les départements colorés en vert. Là, c'est l'Île-de-France, le Rhône et la Haute-Garonne. Et nous voyons bien que ces 3 territoires se dégagent des autres car le taux de valorisation des déchets est faible, tandis que la production des déchets est beaucoup plus élevée que la moyenne. Mais si on regarde la production des déchets par habitant, et là c'est logique, c'est des métropoles et donc il y a un effet démographique, la production par habitant est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Et il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie des départements du littoral. Dans ces départements, la production des déchets totale et par habitant est plus élevée que sur le reste du pays. Et il y a une valorisation moyenne des déchets. Et donc, on peut imaginer que dans cette catégorie, il y a un effet des modes de vie parce que il y a peut-être un effet, par exemple, du tourisme qui fait que la production des déchets est plus élevée que dans le reste du pays. Et puis, nous avons 2 catégories moyennes qui restent donc autour de la moyenne et ça concerne la plupart du pays, la partie un peu plus rurale, disons, du pays. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie en violet rouge. Et là, c'est des départements où le taux de valorisation des déchets est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et donc, à partir de cette carte, on peut dégager plusieurs hypothèses. Par exemple, comme j'ai dit précédemment, la population et donc l'effet métropolitain a un impact sur la production des déchets, ainsi comme le mode de vie et donc aussi l'attraction de certains départements du littoral. Et puis, les politiques locales de gestion des déchets ont des impacts très importants également, car il y a des départements qui valorisent plus des déchets par rapport au reste du pays. Et donc, pour approfondir davantage sur le sujet, je vous invite à lire l'article dans le cahier, ainsi que les autres planches de cette première partie. Merci Kinzia. On va enchaîner donc sur un autre sujet. Là, on a parlé plutôt de la capacité finalement de l'action publique, des humains à s'adapter face aux déchets. Là, on va revenir maintenant sur les infrastructures naturelles. On va parler des puits de carbone. Donc peut-être au préalable. Alors déjà au préalable, je vais remercier effectivement Sylvain Rullier de l'ADEME qui a donc rédigé cet article et qui nous a vraiment aidé à la préparation, qui a priori est en ligne et pourrait d'ailleurs répondre s'il y a des questions techniques, voilà, apporter quelques précisions. Donc, pourquoi faire un article sur les puits de carbone? C'est tout simplement un sujet qui s'inscrit clairement dans l'actualité et notamment dans les directives qui ont été données, notamment dans les stratégies nationales bas carbone qui a été établie en 2020 et qui donne un axe, un horizon qui est la neutralité carbone en 2050. Et donc, pour atteindre la neutralité carbone, il faut que la capacité à séquestrer le carbone puisse compenser les émissions carbone. Donc, il y a quelque part, il y a un double défi. Et justement, les puits de carbone, ça doit répondre au défi de la capacité à séquestrer des émissions carbone. Donc, peut-être quelques éléments de définition parce que on va aborder quelques nuances, on va dire, techniques. Déjà, donc les puits de carbone c'est ce qu'on appelle donc les réservoirs qui séquestrent du carbone et ils peuvent être de 2 types. On peut avoir des puits de carbone naturels et c'est de ça dont on va parler dans cette présentation et c'est ce dont traite l'article. Il y a donc les puits naturels, comme par exemple les forêts, tout ce qui va être les végétaux, tout ce qui va être stocké dans le bois, mais également dans les sols. Et on a également les puits technologiques,
où là, on va être sur des installations de captage et stockage géologique de CO2. Là, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc, je vous propose déjà de vous partager un premier chiffre positif, c'est que le secteur des terres et des forêts, en 2023, a permis de séquestrer environ 20 millions de tonnes en équivalent CO2. Donc, c'est un chiffre positif. En gros, les sols et les forêts permettent de capter du CO2. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la moins bonne nouvelle, quand on regarde le graphique qui est diffusé, que vous pouvez voir à l'écran, c'est que les puits de carbone sont fragiles. Et il y a une dégradation de la situation des puits de carbone que l'on perçoit relativement bien depuis 2013. On a même une diminution par 3 de la capacité, notamment des forêts, à séquestrer du carbone. Donc, en fait, comment ça s'explique? Ça s'explique par les maladies. On a aussi des épidémies qui touchent les forêts et qui, du coup, dégradent la capacité à séquestrer du carbone. On a également le changement climatique qui a un impact, justement, sur ces forêts et qui peuvent dégrader cette capacité à capter du carbone. Alors, autre message aussi, quand on voit le graphique, on a l'impression que les champs sont assez immuables. Je m'explique. On a l'impression qu'en gros, les sols, les terres cultivées, les zones artificialisées génèrent de l'émission de carbone de manière immuable. Et à contrario, on a l'impression que les forêts vont séquestrer du carbone également de manière immuable. Donc ça, c'est pas vrai. Et il y a un contre-exemple dans ce graphique-là, c'est sur les prairies. Les prairies, si vous regardez, entre 1990 et 1995, généraient une séquestration du carbone. Après, ça a basculé de l'autre côté, c'est-à-dire que les prairies étaient source d'émissions de carbone. Et là, depuis 4 ans, bonne nouvelle, c'est repassé du côté, on va dire du bon côté, avec une capacité à séquestrer du carbone. Donc, pour les forêts, c'est pareil. Et on va le voir, on va faire le lien après avec la carte précédente. Les forêts, potentiellement, alors qu'elles apparaissent clairement comme aujourd'hui en capacité de séquestrer du carbone et donc d'être des puits de carbone, peuvent ne plus être des puits de carbone demain. Parce que voilà, s'il y a une dégradation justement climatique, si il y a de plus en plus de déforestation, s'il y a une régénérescence des forêts qui est moins importante, on peut effectivement avoir des forêts en situation d'émission de carbone. Et justement, on vous propose de passer donc à la carte suivante qui territorialise finalement l'analyse. Puisque là, donc, vous voyez, tout ce qui est en vert, finalement, ce sont les territoires pour lesquels le puits, donc là, on est sur les forêts de conifères. Ça, c'est important, on est quand même sur quelque chose d'assez spécialisé, mais tous les zones en vert montrent que ces territoires-là ont eu une dynamique d'accroissement de la capacité de puits de carbone entre 2016 et 2020 des forêts de conifères. Donc, sur cette période-là, sur tous les territoires en vert, les forêts de conifères ont permis de séquestrer plus de carbone qu'elles en ont émis. C'est particulièrement d'ailleurs criant dans les massifs montagneux français, notamment du sud. Je pense aux Pyrénées, je pense aux Alpes, que ce soit d'ailleurs les Alpes du Nord comme les Alpes du Sud. Le massif des Cévennes également a une bonne capacité de puits. Et également, toute la zone, vous voyez, à la frontière entre le Limousin et la Dordogne, où également on a ce constat positif. A contrario, on a quand même des territoires qui, entre 2016 et 2020, ont vu leurs forêts de conifères finalement émettre davantage de carbone qu'elles en ont séquestré. C'est le cas notamment on va dire, de beaucoup de territoires dans le quart nord-est de la France. On retrouve même un pic dans les Ardennes, vous voyez, qui est en violet. Donc là, c'est vrai que c'est une situation qui est, on va dire, même plutôt inquiétante, puisque là, effectivement, on a des forêts qui sont en situation non plus de puits de carbone, mais de source. Donc, il y a quand même, vous voyez, des disparités géographiques et ça montre bien que les territoires aussi sont inégaux face aux ressources naturelles. On a des territoires qui peuvent, on va dire, régénérer leur capacité à séquestrer du carbone, puis d'autres, vous voyez, où la situation est plus délicate et ça a plein d'explications. Je l'ai abordé tout à l'heure. C'est les épidémies pour les végétaux, c'est également le réchauffement, enfin le changement climatique. D'ailleurs, je fais le lien avec un autre article qui est dans le cahier qui traite justement non pas du réchauffement climatique, mais des effets, on va dire, du changement climatique sur les catastrophes naturelles. On y reviendra. Peut-être en conclusion sur cet article, 2 points importants. C'est qu'au niveau de la prospective, comment les choses vont évoluer, c'est très compliqué à analyser. Effectivement, vous voyez, il y a des variables qui relèvent voilà, de l'épidémie, du changement climatique. Donc, on n'a pas encore une vision claire de comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que si il n'y a pas une capacité à améliorer les puits de carbone, forcément,
pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, il faudra avoir un effort plus important en matière de réduction des émissions carbone. Ça, il faut l'avoir en tête. Les puits de carbone restent une variable d'ajustement. Plus les puits de carbone seront élevés, plus l'effort, entre guillemets, en matière de réduction d'émissions carbone pourra être moins important, un peu plus modéré, si, encore une fois, on souhaite viser les objectifs fixés à 2050 de neutralité carbone. Et enfin, dernier point, et je finirai mes propos par cela, c'est que les puits de carbone qui se dégradent, ça a aussi des incidences sur d'autres phénomènes, sur d'autres thématiques, notamment la biodiversité ou encore sur la gestion de l'eau, la qualité de l'eau. Donc, ça, c'est des points effectivement qu'on pourrait creuser, qui ont d'ailleurs été creusés, alors pas sur le lien entre puits de carbone et biodiversité, mais il y a 2 autres articles dans le cahier qui traitent justement de ces sujets-là, la gestion de l'eau et la biodiversité, que je vous invite aussi à aller consulter. Mais voilà, c'est pour montrer que une conséquence qui est seulement on pense qu'il y a une conséquence seulement sur les émissions carbone, mais pas du tout. En fait, il y a des conséquences qui peuvent être bien au-delà et qui peuvent toucher d'autres secteurs. Voilà, j'en conclus mes propos par ces termes-là et j'en profite donc pour dire que si vous avez des questions, on pourra y répondre ou l'ADEME et Sylvain Ollier pourront y répondre. Sachant qu'aussi, je finirai également par ce message-là que vous voyez d'ailleurs dans la slide, il y a un outil qui a été développé par l'ADEME, qui est géré par l'ADEME, qui s'appelle ALDO et qui permet d'accompagner les collectivités territoriales dans la gestion justement de l'émission carbone des sols et des forêts. Donc, je vous invite aussi à vous renseigner sur cet outil. Voilà. Juste deux observations. La première sur la question des puits de carbone forestiers, pour souligner que le déclin brutal du stockage de carbone par les forêts est un des éléments qui explique la difficulté à boucler, comme on dit, la nouvelle stratégie nationale bas carbone. Ça vient perturber de façon significative les hypothèses de travail. La stratégie nationale bas carbone devrait être approuvée prochainement. Elle est sur le métier depuis plusieurs mois et elle en est à la 3e version, sauf mes informations ne sont pas à jour, mais elle l'était il y a quelque chose. Deuxième élément, ces 2 exemples montrent bien à la fois les différences territoriales qu'on peut observer sur une même politique, sur un même phénomène, sur le même type, a priori, vu de très loin, de boisement. Si on prend les conifères, ça dépend des espèces et des stations, évidemment. Elle montre aussi l'enjeu d'articulation entre politique publique et politique privée. Et la valorisation des déchets ménagers, c'est un enjeu de collecte, évidemment, à la main des pouvoirs publics pour l'essentiel, du bloc communal, mais c'est un enjeu de filière économique qui soit à même de valoriser, donc d'industrie, et qui soit capable de retransformer des plastiques, des papiers, de la laine, etc., des tissus en autre chose et de leur redonner un deuxième usage. La lutte contre le dépérissement d'un certain nombre de forêts et la reconstitution des puits de carbone forestiers passe par des politiques d'appui public à une forêt qui est très majoritairement en surface, c'est moins vrai en termes de volume prélevé, détenue par les acteurs privés sur une action qui s'inscrit dans un temps très long. Le dépérissement a été brutal en 10 ans, la baisse du puits de carbone s'est accélérée, et pour reconstituer, compte tenu de ce qu'est la cinétique naturelle de la forêt, pour reconstituer, il nous faut 30 ans. Et pour avoir des chances, au moins 30 ans, et pour reconstituer, il nous faut trouver des entreprises de pépinières forestières et des entreprises de travaux forestiers qui aient les salariés en nombre suffisant pour faire pousser les plants, puis aller les planter. Et c'est très loin d'être simple. Et ça pose des questions locales, de politique locale, d'adaptation des stratégies de formation, de recrutement, etc., pour répondre à ces défis. Merci. Peut-être que j'en profite pour relayer une remarque, hein, tout à fait, vous pouvez faire part de vos observations pour rappeler que l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est avant tout notre capacité à séquestrer le carbone, hein, et que notre objectif en termes de transition environnementale, c'est quand même d'émettre moins d'émettre mieux, hein. Et donc, à nouveau, surligner l'importance de préserver ces puits de carbone. Les 2 démarches sont indispensables. Il faut émettre beaucoup moins et séquestrer plus. Voilà. Donc,
C'est-à-dire que si on prend un des objets de la stratégie nationale bas carbone, au lieu de réduire chaque année de milliers de kilomètres le linéaire de haies, en France, il faut l'accroître. C'est pas ça qui fera l'équilibre, mais c'est l'inversion d'un mouvement qui date du remembrement et des années 50, hein. Donc aujourd'hui, on arrache plus de haies qu'on en plante en France encore. Alors qu'il faudrait planter, il faudrait un sol net de plusieurs milliers de kilomètres. Si, donc cette première séquence consacrée aux activités et aux ressources humaines et naturelles, hein, vous le verrez, ça a été déjà dit, on a fait un énorme effort et j'en profite pour saluer la qualité du travail de nos cartographes, hein. On a vraiment mis en perspective des données, des graphiques et des cartes pour que vraiment vous puissiez apprécier de manière assez rapide des disparités territoriales. Maintenant, on va aborder une deuxième séquence qui va mettre en exergue le lien entre les enjeux en termes de transition environnementale et les politiques d'aménagement du territoire. Et bien évidemment, cet après-midi, nous avons fait le choix de sélectionner les articles qui sont relatifs à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est Cynthia qui va le présenter. Et ensuite, nous aborderons la question de la sobriété foncière, en lien bien évidemment avec le ZAN, hein, une problématique effectivement majeure dont on parle beaucoup. Donc je passe la parole à Sylvia à Merci. nouveau. Et donc, cet article a été sur la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers, a été rédigé par Madame Magali Di Salvo, chargée des missions zéro artificialisation nette au CEREMA, et je remercie beaucoup. Et donc, elle a rédigé cet article à partir des données sur la consommation des nappes du CEREMA. Nous savons, le CEREMA, il traite les données brutes des fichiers fonciers pour mettre à disposition des informations à l'échelle nationale sur la consommation d'espaces naturels. Et il est important de préciser que l'article traite de la consommation des nappes entre 2009 et 2022. Cependant, les données 2023 sont aujourd'hui publiées sur le portail de l'artificialisation du CEREMA, mais ces données n'étaient pas encore disponibles quand on a rédigé cet article, et donc vous pouvez aller les consulter sur le site du CEREMA, sur le portail de l'artificialisation. Et donc, nous savons bien l'ambition nationale de ZAN, de la zéro artificialisation nette, à l'horizon 2050, prévoit une zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, et ça veut dire que on a un choix. Plus la consommation des nappes est élevée, plus l'effort de renaturation est élevé. Et donc, c'est important de suivre cette consommation pour atteindre une sobriété foncière et donc consommer moins d'espace naturel. Nous voyons que si on regarde les tendances à l'échelle nationale, nous avons 3 périodes qui sont bien identifiables sur ce graphique-là. Donc, jusqu'en 2011, la consommation des nappes était autour de 30 000 hectares. Puis, nous assistons à une période de diminution de consommation des nappes. On a diminué d'un tiers la consommation entre 2011 et 2015. Et cette consommation est maintenant sur un plateau autour de 21 000 hectares depuis 2015. Et les données 2023 confirment cette tendance. Nous sommes sur un plateau avec une légère inclination à la hausse, mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Et si nous regardons après comment cela se traduit sur les territoires, voilà, vous voyez ici cette carte sur le taux de consommation d'espace nappe
pas de PCI entre 2009 et 2022. Et nous voyons bien qu'il y a des territoires qui se dégagent nettement par rapport à d'autres territoires. Et nous observons sur cette carte un effet métropolitain, là aussi, et un effet littoral. Donc, les territoires du littoral ont consommé entre 2009 et 2022 beaucoup plus d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport au reste du pays. Et on peut dire la même chose pour les métropoles. Et donc, on peut voir qu'il y a un effet du solde naturel positif de métropole, par exemple, ou un effet du solde migratoire positif sur le littoral qui a un impact sur cette consommation. Et donc, il y a le reste du pays où on peut identifier des phénomènes de décroissance ou de taux de vacances élevés des logements, où la consommation est moindre. Et donc, si nous regardons la diapositive d'après, nous voyons que même quand nous regardons la consommation par hectare par commune, cette tendance-là est très évidente. Là aussi, les métropoles concentrent la consommation ainsi que le littoral. Cependant, il faut relativiser ce propos, car il y a deux catégories de territoires qui consomment et qui participent de la même manière à cette consommation de l'espace. Il y a un nombre restreint des communes très urbaines qui consomment énormément. Et puis, il y a une multitude de petites communes qui consomment peu. Mais lorsqu'on additionne ces deux typologies, on constate que chacune contribue de manière significative à la consommation totale des nappes. Et donc, il y a un effet masse qu'on peut constater quand on parle de consommation des nappes. Et donc, pour conclure, cette analyse présente quand même des limites parce que c'est une vision fiscale de la consommation des nappes. L'analyse est faite par les fichiers fonciers traités par le CEREMA. Et donc, nous savons que 4% du territoire français n'est pas cadastré. Et donc, cette partie du territoire échappe à cette analyse. Également, les propriétés publiques sont exonérées de taxes foncières et donc là aussi, les chiffres produits ne prennent pas compte de ces espaces artificialisés. Et puis, pour aller plus loin, je vous invite à consulter l'article en détail sur le cahier. Dans l'article, il y a encore plus de cartes. L'article est bien approfondi et très intéressant. Et donc, je vous invite à le consulter. Et puis, dans le cahier, il y a d'autres articles qui traitent du même sujet. Il y a un article qui fait le lien entre la fiscalité de collectivité et la consommation des nappes. Puis, il y a un zoom de France Stratégie qui valorise une note apparue cette année sur l'efficacité de la consommation des nappes, qui fait le lien donc entre l'économie et la création d'emplois et la démographie et la consommation des nappes. Et enfin, dans le cahier, nous avons valorisé une étude que nous avons pilotée, que l'Observatoire des territoires a pilotée cette année, sur les enjeux des territorialisations de la sobriété foncière que Maximilien Dubois va vous présenter à l'instant. Oui, merci pour cette transition. Effectivement, on va rester dans la thématique de la sobriété foncière. Donc là, je vais dire quelques mots sur cette étude que vous pouvez trouver d'ailleurs sur l'Observatoire des territoires. Hein. Vous vous renseignez sur le site et vous allez voir sur le carrousel, il y a l'étude qui est valorisée à travers ces différents livrables. Alors peut-être, avant de rentrer sur des exemples très concrets qui font d'ailleurs le lien avec les propos de Cinzia et du travail qu'a mené le CEREMA sur l'analyse de l'évolution de la consommation des NAF de 2009 à 2021.
Donc, il y a cette étude qui a été donc pilotée par la NCT et réalisée par les cabinets Sémaphore et Planed. Là aussi que je remercie. D'ailleurs, il y a une personne de Sémaphore, Lauriane Belz, qui est en ligne et qui également pourra répondre potentiellement à vos questions si vous en avez. Donc, cette étude-là comprend 4 livrables au total. Donc, vous pouvez les voir à l'écran. Il y a le premier livrable porte sur un état de l'art, sur la sobriété foncière. Donc, il y a 3 volets dans cet état de l'art. Un premier volet un peu historique qui reprend un peu on va dire les dispositions réglementaires, le positionnement politique aussi qui a été en lien avec les politiques de sobriété foncière. Donc, c'est un document extrêmement fourni que voilà, que je vous invite à regarder, notamment si oui, pour les chercheurs, si vous voulez vraiment comprendre un peu comment la sobriété foncière s'est mise en place au fil des années. Il y a également un volet sur l'état de l'art technique, c'est-à-dire ça permet d'en savoir un peu plus sur les outils, sur les données en lien avec la sobriété foncière. Et enfin, il y a un troisième volet de benchmark européen. On a notamment regardé le cas de l'Italie et de voir un peu comment étaient mises en place les politiques de sobriété foncière en Italie et de voir finalement les freins, les difficultés et à l'inverse, les choses qui fonctionnent bien dans ce pays. Et donc, il y a également une analyse en Suisse et dans un autre pays européen. Deuxième livrable aussi qu'on voulait souligner, c'est il y a des zooms territoriaux qui ont été faits, il y a des études de cas territoriales plus exactement, qui se sont manifestées par des entretiens. En fait, les acteurs de terrain et les élus ont été rencontrés et l'objectif, c'était de voir un peu pareil comment se passait la mise en œuvre des politiques de sobriété foncière. Est-ce qu'il y avait des points de convergence? Est-ce qu'en gros, sur tous les territoires, ça se passe de la même manière ou pas du tout? Et la réponse, et j'en dis pas plus parce que pareil, je vous invite à consulter ce livrable, c'est que pas du tout. Il y a un cadre législatif et réglementaire qui est pourtant assez, j'ai envie de dire, précis, et pourtant la mise en œuvre est très disparate d'un territoire à un autre. Donc pareil, c'est des choses assez intéressantes qu'ils ont mis en avant dans ce livrable-là, à travers notamment les points de convergence et les points de divergence de ces mises en œuvre de politiques de sobriété foncière. Et enfin, troisième livrable, alors il y en a 2, mais je vais présenter sur un même bloc, c'est en lien avec les outils d'accompagnement des territoires dans la mise en œuvre de leur politique de sobriété foncière. Très clairement, en fait, l'idée, c'était de se dire qu'il y a énormément d'outils et de données qui existent pour permettre justement au territoire de se dire « Ah ben là, j'ai besoin d'avoir de la donnée pour voir un peu combien j'ai consommé d'espace sur mon territoire ces dernières années » ou à l'inverse, comment je me projette à l'avenir pour avoir des actions opérationnelles et des actions stratégiques. Et c'est vrai que c'était important de travailler sur un rapport qui permet justement de centraliser un petit peu l'information, de dire, bah, en fonction des mailles territoriales, ils vont plutôt s'orienter vers type d'information, ce type d'outils, ce type de données. A contrario, si on est sur des mailles plus fines, il faut prendre des précautions avec certaines sources d'information et creuser vers d'autres pistes. Et surtout, ce qui était important aussi, c'était de cadrer les choses, c'est-à-dire en fonction des objectifs d'analyse et de diagnostic des territoires, de dire, bah, il faut pareil s'orienter vers peut-être des outils ou des sources différentes. C'est vrai que si on résume, finalement, les territoires, il y a un peu quatre grands types d'analyses qui peuvent être faites, soit de l'observation classique, sous forme de diagnostic. Ensuite, il y a la partie plus planification, décision, qui relève plus du volet stratégique. Troisième point, c'est le volet très opérationnel, c'est l'aménagement, l'action finalement pour la mise en œuvre de politique. Et enfin, on a l'aspect plutôt d'évaluation, de suivi, qui relève plus du pilotage. Donc c'est dans ce livre-là, vous retrouverez justement un peu une classification selon ces 4 objectifs, c'est-à-dire vous êtes un territoire, vous allez regarder un peu, vous dites « Ah, moi je veux avant tout mettre en place une stratégie de développement dans mon territoire, ben, je vais plutôt regarder les outils qui permettent justement de me guider pour mettre en œuvre des actions plutôt stratégiques. » Alors, après, il y a aussi plein de champs thématiques qui couvrent le champ de la sobriété foncière. On pense bien sûr à la consommation d'espace, c'est ce qui vient naturellement et rapidement, mais il y a bien d'autres variables à prendre en compte. Je pense notamment les dynamiques en matière de démographie, les dynamiques économiques. Enfin voilà, il y a plein de données à croiser. Ça aussi, ce livre permet d'informer du type de données qu'on a en fonction de ces différents champs thématiques. Et donc, pour finir sur une note très concrète, très opérationnelle, on a fait un travail, donc c'est la slide suivante justement, et ça c'est la synthèse de cette étude, donc c'est l'équivalent du livrable 3 sur la page précédente, mais encore une fois, vous trouvez ce livrable sur le site de l'Observatoire des territoires. Mais l'idée c'était de se dire, bah, pour les territoires, quels sont les besoins strictement indispensables pour avoir de l'information et sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et on a vu en fait, il y a 3
besoins finalement qui sont le plus attendus pour les territoires, c'est calculer et analyser la consommation des NAF passées. Donc, c'est de faire l'analyse en gros de ce qui s'est passé entre 2011 et 2021. Et là, j'ai envie de dire bonne nouvelle parce que c'est ce qu'avait présenté Tunisia tout à l'heure. Très clairement, dans la synthèse, vous trouverez l'information comme quoi les bases du CEREMA, notamment donc la base de la référence nationale correspond finalement au fichier foncier magique qui ont été retraités par le CEREMA. Pour autant, et ça c'est un point très important, c'est ce qu'on dit, quand on fait des analyses à des mailles nationales ou même régionales, on préconise vraiment d'utiliser ces données-là. Par contre, quand on va à des mailles beaucoup plus fines, et notamment à des mailles communales ou infracommunales, là, voilà, il faut prendre des précautions et plutôt se baser sur des outils très territorialisés qui relèvent plus, par exemple, des logiciels d'urbanisme des municipalités, parce que là, effectivement, il peut y avoir des différences de résultats qui sont constatées. C'est la même conclusion si on veut suivre la consommation d'espace année par année pour la période 2021-2031. C'est très bien d'avoir des données de cadrage via les données du CEREMA, mais encore une fois, pour aller à des mailles très fines, les précautions qui sont d'ailleurs soumises dans le rapport et dans la synthèse, c'est de compléter ces données-là avec une approche plus empirique et des données remontant des municipalités. Dernier point qu'on peut évoquer, c'est effectivement pour caractériser la consommation des NAF en fonction du territoire et de cette dynamique, c'est de creuser avec d'autres indicateurs, j'en parlais tout à l'heure, des données sociodémographiques et économiques. Et là, effectivement, on peut parler de l'Observatoire des territoires, mais il y a d'autres sites également, comme ceux de l'INSEE, ils sont référencés dans le rapport, qui peuvent permettre d'accéder à ces données. Je finirai donc justement pour montrer aussi que parfois, on a plusieurs outils pour une même source de données. Donc, j'ai parlé des données du CEREMA. Et là, vous avez un exemple, une illustration de 3 outils différents qui valorisent ces mêmes données du CEREMA. Donc, premier outil, l'Observatoire des territoires, je pense que vous devez le reconnaître, qui est en haut à gauche. Mais on a également le portail de l'artificialisation et le site de mon diagnostic artificialisation. Alors, si vous avez une très bonne vue, vous verrez que il y a des chiffres différents. Alors, ce n'est pas que les outils font... voilà, il y a une erreur dans les outils, c'est juste que les périodes de référence sont différentes. Et notamment à droite, ce que vous voyez, c'est sur la consommation entre 2011 et 2020, pardon. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est la consommation entre 2009 et 2021. Et à chaque fois, on est sur la même commune, donc le champ géographique est le même. Mais voilà, il y a une cohérence. Si on est sur les mêmes années, on trouve les mêmes données parce qu'on est sur le même jeu de données source. Voilà, donc je vous invite également à consulter ces livrables en fonction de vos objectifs, de vos attentes, et on reste à votre disposition pour vos questions. Deux ou trois commentaires complémentaires. Le premier, c'est sur cette dernière étude qu'a présentée Maximilien Dubois pour souligner qu'elle s'inscrit dans une des missions de l'Observatoire et qui est de travailler également sur les méthodologies d'observation et d'analyse. Ça n'est pas simplement la mise en ligne de données, la production de cartographie. L'Observatoire, de par son statut, a vocation à faire avancer les réflexions sur les méthodologies d'analyse. Et donc, c'est ce que nous avons entendu faire à travers cette démarche, qui était une démarche également partagée avec d'autres acteurs, avec la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, qui tient le droit, si j'ose dire, en la matière, qui est le service de l'État, qui porte juridiquement, et pas que juridiquement, ces sujets-là, mais avec d'autres partenaires, notamment côté collectivités locales et associations d'élus. Deuxième élément, ces questions de maîtrise de l'artificialisation pose de façon évidente la question des outils de mesure. Maximilien Dubois, là aussi, a attiré votre attention sur l'apparente divergence, qui n'est pas une divergence entre deux représentations d'un même phénomène sur un même territoire. Chacun sait qu'il est aujourd'hui, plus encore qu'hier, nécessaire d'affiner ces outils d'analyse. Un chantier a été lancé d'ailleurs, qui est porté à titre principal par l'Institut géographique national et qui vise à doter l'ensemble des communes françaises d'un outil spécifique dédié à l'observation de la consommation des sols. Il répond au doux nom d'Oxol GE. Il s'est déployé pour la première fois dans le département du Gers et son déploiement est progressif. L'observation de la consommation foncière n'est pas un exercice si simple qu'il y paraît, surtout qu'il faut tenir compte de données à la fois physiques, géographiques, juridiques, et qu'il faut marier un sol artificialisé à une définition juridique, hein, qui a fait l'objet de nombreux débats, d'ailleurs même de contentieux entre l'État et les collectivités locales contestant un décret qui avait été publié, qui a été rapporté d'ailleurs, et un nouveau texte a été pris. Donc, importance des outils d'observation, des outils de mesure. Et dernier élément,
au-delà de l'ambition affichée, de sa difficulté, de sa lourdeur, de sa pesanteur et des débats politiques qu'il suscite. Et avoir en tête que nous sommes engagés aujourd'hui collectivement, État, collectivités locales, bloc communal au premier champ, région également, dans un exercice d'adaptation de nos outils d'urbanisme à travers tout le territoire national. Les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre du territoire, devront être révisés d'ici la fin de l'année. C'est très proche, après prolongation des délais pour tenir compte d'évolutions législatives. La révision de l'ensemble des schémas de cohérence territoriale pour les mettre en conformité avec les SRADET est prévue d'ici 2027 et la révision des plans locaux d'urbanisme est prévue d'ici 2028. Donc il y a une démarche de planification extrêmement exigeante, en même temps extrêmement riche, qui a vocation à se dérouler dans les années qui viennent, ce qui pose aussi la capacité à bien mesurer les phénomènes pour adapter les politiques publiques aux différents territoires, sachant que face à l'artificialisation, c'est ce qu'éclairait les articles commentés par Cynthia Rinaldesi, il y a des politiques et des stratégies inégalement efficaces. Le travail qui a été mené par France Stratégie, sans donner de bonnet d'âne ou de premier prix, de prix d'excellence à tel ou tel, montre qu'il n'y a pas une relation directe immédiate et partout la même entre croissance démographique, croissance économique et consommation foncière. Même si un certain nombre de facteurs, notamment l'attractivité, jouent, et il y a des territoires qui consomment beaucoup de foncier en créant peu d'emplois et en gagnant peu d'habitants. Il y a d'autres territoires qui, relativement, savent densifier, il faut le dire de cette façon-là, et répondre à cet objectif de maîtrise de la consommation qui lui-même se recroise avec la protection des puits de carbone, si on essaie de boucler avec les exposés précédents. Plus on a d'espace naturel, plus on préserve d'espace naturel, plus on a de puits de carbone et moins d'ailleurs on a d'îlots de chaleur également, pour prendre un autre aspect du changement climatique. Donc tout ça s'inscrit dans un système global et dont il faut essayer d'apprécier, de maîtriser les différents éléments. Bien, je complète, effectivement, on a une réaction de Denis Cagnot, donc on essaye de faire en live. Donc je lis, hein, ces observations. Les approches de consommation et de sobriété foncière ne doivent pas être réduites à des seuls chiffres et indicateurs, souvent source de blocage pour les élus. Ne trouvez-vous pas que les approches sensibles par les paysages, les terres, les formes urbaines, les usages seraient autant, sinon plus pédagogiques et évaluatives? Il est évident, enfin de mon point de vue, qu'on ne fait pas de bon urbanisme sans poser d'abord une réflexion paysagère. Et que l'urbanisme, que ce soit dans un village, que ce soit au cœur de Paris, renvoie à des formes urbaines, à des images que l'on cherche à construire, et donc à des enjeux qui sont à certains égards également des enjeux culturels. Il faut à la fois mesurer les phénomènes, parce qu'on en a absolument besoin, comptabiliser l'espace, parce que c'est absolument nécessaire pour toute une série de raisons, et en même temps avoir une vision sur ce que l'on veut faire de cet espace. Moi, je rejoins totalement l'intervenant là-dessus. Bien, mais écoutez, merci. C'est assez compliqué de. Enfin, il y a des atlas du paysage, il y a des cartographies du paysage, il y a un certain nombre d'atlas nationaux qui ont été publiés au cours des 30 ou 40 dernières années. Il y a des travaux régionaux sur ces sujets-là. Il y a même des travaux de prospective paysagère, hein. C'est très utile de réfléchir à ce que peut être une prospective paysagère compte tenu de scénarios d'évolution que l'on imagine. Cela a été fait dans le contexte de la vallée de la Seine il y a quelques années, à titre pédagogique. Oui, mais j'en profite pour compléter. Il y a un article aussi sur les paysages, hein, Exactement. dans le cahier. Et alors, on me transmet, mais ça n'arrive pas. Donc, Lauriane Belst veut répondre, mais ça mouline sur mon téléphone. Donc, Elle elle a a déjà répondu par répondu. écrit. Donc Lauriane Belst répond effectivement qu'elle est tout à fait d'accord. Et donc, j'en profite euh, pour indiquer. Donc là, 3 outils de mesure de la consommation d'espace NAF sont présentés sans préciser les complémentarités ou différences existantes. Tous se basent sur la même source de données. Quel est l'intérêt alors de recourir à différents outils?
Ah, Enfin, il y a des questions de représentation Oui. graphique et cartographique, hein, Ouais. c'est sous votre contrôle. Totalement. Par ailleurs, bon, on va prendre l'exemple de l'Observatoire des territoires, c'est une centralisation de données. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas que des données sur l'artificialisation, ça permet de retrouver une donnée parmi tant d'autres. Mais voilà, il n'y a pas toujours c'est pas un site qui est créé dédié justement pour partager cette information-là. Donc, il y a aussi cette variable-là qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et il n'y a pas de monopole de la mise en ligne de données dans un contexte de données publiques ouvertes. Vous imaginez bien qu'on ne crée pas de monopole de la mise en ligne. bien, je pense que maintenant, j'espère que nous captons toujours autant votre attention. On aborde la troisième séquence, où là, on va parler un peu plus de mutation, hein. On a parlé de transition, enfin, on a parlé d'enjeux. Ça nous paraissait intéressant de retenir 2 articles qui surlignaient justement les mutations qui sont déjà à l'œuvre, hein. Comme l'a précisé le président François Philizot, on observe sur les temps longs et ça nous permet aussi, sans faire à proprement parler de la prospective, on voit quand même des tendances qui peuvent se dégager. Donc 2 sujets dans cette séquence. Moi, je vais aborder la présentation des risques, l'exposition des territoires aux risques et des catastrophes naturelles. Et ensuite, Jean-Noël Desperraux parlera des mutations dans le domaine agricole. Concernant donc l'exposition des territoires aux risques sur les catastrophes naturelles, si on peut passer la diapositive, merci. Rappelez ici qu'il y a eu un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles qui a été mis en place avec la garantie CatNat en 1982 et ce qui a permis justement de disposer de nombreuses données, hein, de la base de données Gaspard et de la mise en place de l'Observatoire national des risques naturels. Donc là, on peut dire qu'on a un suivi relativement fin et on a un pas de temps relativement important, hein, plus de 40 ans, hein, qui permet justement de produire donc ces analyses, d'observer des tendances. Peut-être préciser aussi, pour avoir quelques données de cadrage, qu'aujourd'hui, 12 500 communes sont dotées d'un plan de prévention des risques. Donc, c'est une commune sur 3. Donc, ça, ce sont les sources du SDES. Peut-être aussi quelques cadrages en termes de définition. Alors, je parle sous le contrôle de Cynthia, hein, qui a produit cet article. Définition sur la notion de risque et de catastrophe naturelle. Pour résumer, on a 4 grandes catégories. Ce qui concerne les inondations. Bon, ça va parler à tout le monde, hein. L'actualité, effectivement, nous le rappelle incessamment. Il y a également les mouvements de terrain. Ensuite, il y a les problématiques autour des phénomènes atmosphériques et il y a également les phénomènes de sécheresse, hein, liés, tout ça effectivement lié, je dirais, à l'évolution du climat. Donc sur la diapositive qui vous est présentée, c'est intéressant dans le graphique du haut de montrer justement un peu quel était le point, hein, puisque là c'est un graphique, c'est le nombre de communes affectées par les déclarations de catastrophes naturelles. Donc vous voyez quand même que c'est pas une couverture territoriale relativement importante. Et on va le voir, l'évolution de le temps ensuite. Si on regarde maintenant en termes de déclinaison territoriale, hein, sur une période de 42 ans, là, la carte, elle est assez parlante, hein, puisqu'on a tout d'abord presque la quasi-totalité des communes françaises qui sont exposées ou qui ont été exposées à une catastrophe naturelle. Que globalement, une majorité de communes, c'est à peu près 45% des communes ont déclaré 1 à 5 catastrophes naturelles au cours des 40 dernières années. Et mettre l'accent sur 2460 communes, 64 communes, pardon, donc un peu plus de 7%, qui là concentrent à elles seules un certain nombre de catastrophes naturelles, hein, donc de l'ordre au moins de 16 catastrophes, donc c'est quasiment une tous les 3 ou 4 ans. Hein, quand on voit l'importance des dégâts que cela représente, c'est effectivement important de le souligner et dire que sur ces communes, on retrouve notamment, je dirais, des grandes agglomérations, hein, des métropoles comme Nice, Marseille, Cannes, Toulouse et Bordeaux.
Donc des concentrations hein, dans certaines communes particulièrement exposées plus que d'autres. Et quand on regarde d'une manière plus globale l'impact territorial, bien évidemment, on retrouve le littoral méditerranéen, hein, qui est globalement très concerné, mais on peut retrouver aussi une partie du littoral atlantique, mais aussi les vallées. Hein, la vallée du Rhône, c'est assez marquant. La vallée de la Garonne, hein, le sud-ouest est particulièrement concerné. Et puis, on peut aussi voir des territoires, je pense, qui sont en lien avec la vallée de la Loire, notamment, hein, je pense au sud du Maine-et-Loire. Sans oublier la région parisienne, sans oublier le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Hein, c'est bien évidemment, on suit les actualités sur ces sujets-là. Si l'on passe à la diapositive suivante, ça nous a paru important. Je dirais une autre valeur ajoutée, c'est effectivement de pouvoir croiser des données. Et là, on a trouvé, et Cynthia a eu l'excellente idée de croiser justement les données inondation d'un côté et sécheresse de l'autre, pour notamment montrer l'évolution de la couverture territoriale, mais aussi mettre en exergue que certains territoires, justement, cumulaient je dirais, hélas, les deux phénomènes, hein, qui fait que ça aggrave encore plus la situation. Donc, ce que l'on peut dire sur toutes les cartes en bleu sur la partie gauche, donc sur les inondations. Alors, effectivement, la période, hein, on a 3 périodes, 1995 à 2004. On a une très grande couverture territoriale en matière d'inondations, mais tout ça a été lié à des tempêtes, hein, donc qui ont provoqué pas mal de dégâts sur l'ensemble du territoire. Hein. On a eu moins de tempêtes, en tout cas, qui ont des impacts territoriaux moins importants sur les 2 décennies qui ont suivi. Donc, ce que l'on peut dire ensuite sur les phénomènes liés à la sécheresse, donc les 3 cartes de couleur orangée rouge, là, clairement, on a un phénomène qui s'amplifie hein, en termes de couverture territoriale. Hein, pour quasiment atteindre l'ensemble du territoire national. Il y a quelques départements qui échappent, mais on les compte sur les doigts de la main. Et donc, sur justement l'intérêt de cet article, c'était de surligner qu'on avait notamment le littoral méditerranéen qui, justement, de manière alternée, hein, doit subir à la fois des phénomènes climatiques, des aléas climatiques qui provoquent ou des inondations ou des sécheresses qui touchent des secteurs d'activité, des habitations. Et donc, ces territoires doivent faire l'objet de prévention relativement importante. Hein. Aujourd'hui, le département des Alpes-Maritimes, le préfet a pris la décision de fermer, je pense que c'est des mesures, je pense, M. Philizot, qui sont quand même pas très courantes, hein, de fermer les écoles, les crèches. Enfin, on voit bien qu'on est obligé aujourd'hui de prendre des mesures beaucoup plus importantes pour préserver les populations. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, je pense ces cartes, je dirais, font le bilan des années passées. On peut imaginer effectivement que ces tendances vont à la fois les fréquences et les amplitudes des aléas climatiques vont perdurer. La concentration sur certains territoires, je l'ai dit, sur le littoral méditerranéen, mais on voit aussi des départements comme les Pyrénées-Atlantiques, on voit les départements du Nord. On surligne aussi la région Centre-Val de Loire sur les inondations, mais aussi sur un phénomène dont on entend de plus en plus parler parce que ça touche aussi énormément les populations et l'habitat. Ce sont les rétractions et les gonflements d'argile. Hein. Ça touche à la fois, je dirais, des ménages, des maisons qui peuvent être condamnées. Ça touche aussi le patrimoine. Hein. Ce sont des régions qui sont extrêmement riches en termes de patrimoine bâti. Donc, on voit bien que l'intérêt de superposer l'ensemble de ces données doivent nous interpeller sur les mesures que l'on doit prendre en termes d'intervention publique. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à notre collègue du ministère de l'Agriculture qui a bien voulu nous rejoindre pour nous parler de la situation de l'activité agricole.
et des mutations à l'œuvre. Jean-Noël Desperreaux, à vous. Merci beaucoup. Alors là, c'est un travail qu'on a mené au sein du Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture. On s'est intéressé aux grandes évolutions structurelles qu'on constatait en 2020, qu'on constatait de longue date. On voyait entre 2010 et 2020, entre deux recensements agricoles, je reviendrai dessus, une diminution de 2% par an du nombre d'exploitations. On arrivait donc en 2020 un peu moins de 390 000 exploitations en France métropolitaine, avec en même temps un agrandissement de ces exploitations, une surface qui est passée de 55 à près de 70 hectares en 10 ans, surface moyenne des exploitations. Et dans le même temps qu'elles s'agrandissent et qu'elles augmentent en taille, ces exploitations ont tendance à se spécialiser, puisqu'un des exemples, un des indicateurs simples, c'est qu'on voyait qu'on arrivait en 2020 à moins de 10% des exploitations qui étaient en polyculture ou polyélevage, donc le parangon agronomique, finalement, ne concernait plus que 10% des exploitations. Donc, on a voulu analyser ça sur le temps long, en utilisant les données des recensements agricoles. Alors, le recensement agricole, il est mené tous les 10 ans. Donc là, on a pu remonter jusqu'à 1970 à 2020. Donc, ce qui nous donnait quand même un pas de temps très intéressant pour analyser ces tendances. Et c'est un recensement qui est par exploitation et exhaustif, donc très riche. Alors, si on regarde d'abord la taille des exploitations, on voit qu'on a une augmentation qui est généralisée de la taille des exploitations. Comme je vous disais, on arrive en 2020 à près de 70 hectares en moyenne. Et si on remonte en 1970, sur la première carte que vous avez en haut à gauche, là, j'ai tracé la surface moyenne des exploitations par territoire. Et ça va du bleu, où on a une moyenne inférieure à 10 hectares, donc au rouge, une moyenne supérieure à 200 hectares. On voit qu'en 1970, les grandes exploitations sont principalement concentrées dans le bassin parisien, le Lauragais, donc les zones traditionnelles de grande culture. Et petit à petit, surtout à partir des années 90-2000, cette aire jaune s'étend sur toute la France et on retrouve quasiment partout des surfaces moyennes supérieures à 50 hectares. Et finalement, en 2020, la surface moyenne est inférieure à 40 hectares uniquement dans les zones, dans les territoires viticoles et arboricoles, donc la vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen, la vallée de la Garonne, et la Champagne et l'Alsace, et dans certaines zones de haute montagne. On a calculé des indicateurs de distribution pour voir un peu l'inégalité de la distribution du foncier. Alors, c'est toute surface confondue et uniquement en surface. Et on voit là, pour le coup, qu'on a un indicateur d'inégalité qui est assez élevé. On a une répartition qui est assez inégale, finalement, mais c'est stable dans le temps. Autrement dit, les exploitations qui ont survécu dans le temps, qui continuent, se sont agrandies à peu près toutes au même rythme. Ce qui fait que ces inégalités sont stables. Alors là, c'est bien l'ensemble des surfaces des exploitations. On aurait pu faire des travaux sur la taille des parcelles, et c'est ce qu'avait fait une de mes collègues il y a quelque temps au Centre d'études et de prospective. Et là, on revient à la question du remembrement aussi, et plus à des questions de biodiversité et de diversité des paysages. Là, c'est vraiment l'ensemble des exploitations. Et donc, cette augmentation de la taille, la suivante, voilà. On voit qu'on a, si on regarde pour le coup la spécialisation des exploitations ou la diversification, là, on a regardé non plus juste la surface, mais les différents ateliers des exploitations, en regardant 18 ateliers, donc des ateliers bovin-viande, bovin-lait, et en utilisant en fait ce qu'on appelle la production brute standard, qui permet d'adosser à chaque hectare de culture ou à chaque tête de cheptel la valeur moyenne de sa production dans l'année. Pour pouvoir additionner un hectare de blé et une vache, on additionne la valeur moyenne de leur production dans l'année. Finalement, c'est un indicateur. Et du coup, ça nous fait 18 ateliers qu'on mesure par leur poids économique. Et là, on a calculé un indicateur de diversité économique de l'exploitation, donc qui nous dit le nombre d'ateliers significatifs. En fait, on compte les ateliers dans l'exploitation en pondérant par leur poids. Il fait
Et là, donc en les calculant de la même façon de 88 à 2020, on voit on avait une diversité donc, qui était avec les zones de polyculture élevage traditionnelles finalement de plaine qu'on retrouve, qui étaient les plus diversités ou les plus diversifiées, là où les exploitations avaient le plus d'ateliers en moyenne. Et finalement, elles se spécialisent dans tous les territoires. On voit que de 88 à 2020, on passe sur une zone qui est finalement entièrement bleue, avec des exploitations spécialisées à peu près partout. Et on a moins de 1,5 ateliers, enfin l'équivalent de 1,5 ateliers dans tous les territoires. Donc, il s'agit bien d'une diversité économique, ce n'est pas une diversité ni agronomique, ni des questions de biodiversité. Là, il faudrait passer à la taille des parcelles, la diversité des paysages. Il peut y avoir, rien que sur un atelier de céréales, une diversité des céréales. Donc, c'est bien une diversité économique, là, qu'on regarde, mais comme un indicateur intéressant. Et là, on le regardait par exploitation sur le territoire, mais ce qui est intéressant, c'est de le regarder donc, par territoire. Et là, on voit qu'avec la même unité, vous voyez, la carte est beaucoup plus jaune, de 88 à 2020, et finalement, elle ne change pas beaucoup. Autrement dit, si on le calcule par territoire, on a des territoires qui restent beaucoup plus diversifiés dans le temps, et avec une diversité des territoires qui, elle, est assez stable et se maintient. Et même certains territoires où la diversité a augmenté. Autrement dit, cette diversité des territoires, elle repose sur des exploitations qui sont elles-mêmes très spécialisées et de plus en plus spécialisées. Ce qui peut voilà, après poser des questions de résilience économique, de spécialisation plus localisée. Là, on est sur des territoires que j'analysais, c'est par des zones de 225 km². Donc, voilà, si on veut parler de diversité des paysages, il faut zoomer de façon plus fine. Mais c'était un des points qu'on pouvait commencer à regarder avec ces données par ailleurs très riches. Et après, voilà, vous pouvez retrouver le détail à la fois de la méthode et des résultats dans les cahiers et puis dans une publication de l'INSEE référence qu'on a faite avec l'INSEE. Deux ou trois remarques là aussi. La première, s'agissant des catastrophes naturelles, c'est que chacun a en tête que les climatologues nous annoncent, et ne laissent pas penser qu'ils ont totalement raison, que nous allons vers des phénomènes plus extrêmes avec une même pluviosité. La répartition sur l'année ne sera pas la même. Les températures montent, elles vont continuer à monter encore plusieurs décennies. La seule interrogation en termes de montée des températures, c'est le seuil que nous attendrons et notre capacité à arrêter le mouvement. En fait, c'est la seule interrogation. Cela met en cause les politiques publiques en matière de prévention des catastrophes naturelles. D'expérience, j'ai vu monter la question du retrait-gonflement d'argile qu'évoquait Sylviane Le Guyadère il y a 25 ans, quand j'étais à l'époque dans un préfectoral en Bretagne et dans le nord de la France. C'est un sujet qu'on n'évoquait pratiquement pas. Je l'ai retrouvé en redevenant préfet dans le sud-ouest de la France, et aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche une très grande partie du territoire et qui est un des facteurs majeurs de déstabilisation financière du système des catastrophes naturelles, d'assurance contre les catastrophes naturelles, qui est un dispositif très spécifique à notre pays. Nos concitoyens n'en ont pas conscience, mais nous avons un mécanisme mutualisé, beaucoup plus producteur, garanti par l'État en dernière cour, puisque les assureurs sont garantis par la Caisse centrale de rassurance. Donc là aussi, il y a une combinaison de grands phénomènes planétaires, de politiques publiques à travers les plans de prévention des risques, de systèmes assurantiels et d'actions extrêmement fines qui passent pour le retrait-gonflement d'argile, si on s'arrête là, par des interventions à l'unité sur les maisons, puisqu'il s'agit très souvent de leur redonner des fondations quand elles n'en ont pas pour qu'elles résistent mieux aux phénomènes physiques. Donc, vous voyez la difficulté et l'ampleur du sujet. La question de l'évolution des structures des exploitations agricoles est évidemment, elle aussi, déterminante en termes de maintien des paysages. Nous venons de parler des paysages, de maintien de la qualité des sols. Les sols agricoles sont plutôt plus pauvres. Je parle sous le contrôle de M. De Perrault aujourd'hui qu'il n'était il y a 30 ans, 40 ans. Il y a une perte de matière organique dans les sols agricoles, ce qui a des conséquences aussi d'ailleurs sur la rétention de l'eau, les régimes hydriques et sur toute une série de phénomènes. Donc il est très important d'étudier l'évolution de l'agriculture, tout en croisant cette évolution avec l'analyse des enjeux économiques. Si on a une diversité d'exploitation, de types d'orientation technique des exploitations, pour prendre le vocabulaire officiel,
artificielle dans un territoire, il faut qu'il y ait à l'aval des filières économiques qui permettent la valorisation du produit, et, avec des stratégies de marché qui peuvent être très variables d'un produit à l'autre d'ailleurs, au sein d'une même filière. L'enjeu du comté sur les plateaux jurassiens n'est pas du tout le même que l'enjeu de l'emmental d'entrée de gamme, produit principalement en Bretagne en termes de filière. Les volumes d'ailleurs ne sont pas du tout les mêmes. Le comté rapporte beaucoup plus aux exploitants que l'emmental, mais on mange beaucoup plus d'emmental en France qu'on mange de comté. Les prairies ne sont pas nécessairement les mêmes non plus, et la façon de stocker le foin, l'herbe, j'ai stocké l'herbe parce que c'est pas nécessairement du foin, n'est pas la même non plus quand on nourrit les vaches à l'herbe. Donc derrière ces questions de structure, on voit bien que là aussi on tire des ficelles qui renvoient à l'enjeu systémique et de l'approche des conséquences du changement climatique, et un travail qui va de préoccupations relevant des grands équilibres internationaux pour telle ou telle filière agricole à des pratiques qu'il faut faire passer dans l'individuel, dans le quotidien des agriculteurs, le travail du sol, et dans le quotidien des pratiques des agriculteurs. Merci, Monsieur le Préfet Philizot. Donc, on arrive au terme de nos exposés. On a une dernière question, je pense, qui est tout à fait opportune à la fin de cette séquence. C'est: est-ce qu'une extraction des données et des cartes par région est envisageable de façon à les valoriser dans le cadre des COP? Bien évidemment. Bien évidemment, je vous rappelle que l'Observatoire des territoires, c'est comme le président l'avait dit dans son introduction, on produit de l'analyse spatiale, mais on vous aide aussi à mieux vous approprier ces analyses par la mise à disposition de données, par la mise à disposition de cartes. Je rappelle qu'il y a sur le portail de l'Observatoire des territoires toute une partie éditoriale qui référence nos publications, mais aussi des publications d'autres partenaires sur les sujets qui nous intéressent, mais aussi la partie, je dirais, outils cartographiques interactifs avec le GOT, qui permet justement de croiser un certain nombre de données. Et c'est vrai que on va peut-être, pour répondre à cette demande tout à fait importante, peut-être pré-mâcher le travail en mettant à disposition des tableaux de données par région, parce qu'effectivement, par rapport à l'échelon régional, ça nous semble important, les exercices des COP à l'heure actuelle. Et puis, bien évidemment, vous pouvez, deux dernières annonces, vous pouvez très bien nous poser des questions sur la boîte contact du portail de l'OT, vous avez toute l'attitude et on vous répondra avec grand plaisir. Et puis peut-être une annonce aussi pour dire qu'on va une annonce pour le 4 décembre, puisque le 4 décembre, on va organiser un séminaire d'études en présentiel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu le faire. Donc, un séminaire d'études autour justement des transitions environnementales. On a ce cahier, ça a été présenté tout à l'heure aussi de manière trop succincte, l'étude sur sobriété foncière. Nous avons aussi mené une étude sur les enjeux de décarbonation. Un certain nombre d'équipes au sein de la NCT, les programmes, mènent des travaux aussi utiles pour peaufiner, je dirais, la prise en compte de la dimension environnementale dans les programmes. Donc, nous sommes en train d'organiser un séminaire d'études qui aura lieu dans le nord de Paris. Donc, vous pouvez déjà mettre ça dans vos tablettes. C'est le 4 décembre. Je tiens à vous remercier pour avoir été resté attentif. Je remercie tous les intervenants. Tout le monde a très bien respecté le timing, si bien que nous dépassons à peine de 3 minutes notre intervention. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au plaisir de vous recroiser et n'hésitez pas à nous envoyer des messages via la boîte contact. À très bientôt.